Il a sauvé des centaines de vies. Et pourtant, ce n'est pas pour ses succès qu'il s'est retrouvé au tribunal, mais pour les vies qu'il aurait abrégées. Héros ou bourreau? Certains disent qu'il a offert la paix à ceux qui souffraient. D'autres assurent qu'il a volé leur dernier souffle d'espoir. Son histoire brouille la frontière entre compassion et transgression. Et une fois que vous l'aurez entendu, vous ne regarderez plus jamais un médecin de la même façon. Il s'appelait docteur Adrien Valmont. Dans les registres, c'était un nom parmi d'autres. Mais dans les couloirs de l'hôpital Saint-Victor, il suffisait de dire le docteur pour que chacun sache de qui il s'agissait. Son nom circulait comme une évidence, presque comme une légende vivante que l'on n'osait pas remettre en question. Né en 1968 dans une petite ville portuaire, fils unique d'un artisan menuisier et d'une institutrice, il avait grandi dans une maison où le travail bien fait était une règle d'or. Son père lui avait appris la patience, mesurer 2 fois, couper une seule. Sa mère, elle, lui avait transmis le goût de la précision des mots et l'importance de ne jamais promettre ce qu'on ne peut tenir. Cette double exigence avait façonné un caractère rigoureux, mais aussi un esprit marqué par le poids des responsabilités. À 17 ans, il avait déjà décidé qu'il serait médecin. Pas pour la gloire, disait-il, mais pour réparer ce qui peut l'être. Ses études furent brillantes. Interne à Paris, il se fit remarquer par sa précision chirurgicale et sa capacité à garder son sang-froid dans les situations les plus critiques. Ses professeurs disaient de lui qu'il avait les mains les plus sûres de sa génération. Et ses camarades d'internat savaient déjà qu'il irait loin. Mais derrière cette maîtrise, certains percevaient une distance. Une froideur. Comme si, pour lui, la vie et la mort n'étaient pas des absolus, mais des variables à gérer. Cette impression dérangeait parfois. On avait l'impression qu'il regardait les patients autant comme des équations à résoudre que comme des êtres humains. Pourtant, son efficacité le rendait incontournable. Dans son bureau, pas de photos de famille. Juste un bureau impeccable, un stéthoscope, et un vieux manuel de médecine annoté à la main. Les rares qui y entraient parlaient d'un silence presque pesant, seulement troublé par le tic-tac discret d'une horloge murale. Rien d'inutile, rien de superflu. Tout était à sa place, comme s'il cherchait à contrôler jusqu'au moindre détail de son environnement. Les patients le décrivaient comme rassurant, mais direct. Les infirmières, comme un homme qui ne perdait jamais de temps en paroles inutiles. Il ne souriait pas souvent. Et quand il le faisait, c'était toujours au moment où quelqu'un en avait le plus besoin. On disait qu'il possédait cette rare capacité à poser une main sur une épaule au moment exact où l'autre vacillait. Et qu'alors, même sans mots, on se sentait compris. Il avait connu la médecine dans ses heures les plus glorieuses et les plus sombres. Des nuits entières passées au bloc, des interventions improvisées dans des conditions précaires, des décisions prises en quelques secondes qui pouvaient tout changer. Il avait vu des miracles naître au dernier instant, et des vies s'éteindre malgré tous les efforts. Ce contraste l'avait marqué au fer rouge, forgeant une vision du monde plus pragmatique que la plupart de ses confrères. Et puis, il y avait cette rumeur jamais confirmée, qu'il croyait profondément qu'il valait mieux partir dignement que s'accrocher à une vie de souffrance. Une idée qu'il ne formulait jamais en public, mais qui, selon certains, guidait ses mains depuis des années. D'anciens dossiers médicaux, consultés plus tard, laissaient parfois entrevoir une étrange constance. Des malades incurables partis plus vite que prévu, des fins de vie qui semblaient étrangement abrégées. Un ancien collègue, sous couvert d'anonymat, racontera plus tard. Adrien n'était pas insensible. Au contraire. Mais il avait cette conviction que parfois, prolonger la vie, c'est prolonger la torture. Et il agissait en conséquence. Ce genre de conviction, dans les mains d'un chirurgien respecté, peut être une bénédiction ou un danger. Car la médecine, lorsqu'elle devient un terrain de croyance personnelle, franchit une ligne invisible que personne ne devrait franchir. Et c'est dans cette zone grise, entre compassion et transgression, que le docteur Valmont allait bientôt écrire les pages les plus sombres de sa carrière. C'était un mardi de novembre. Dehors, la pluie frappait les vitres de l'hôpital comme un métronome impatient, inlassable, réglant le temps au rythme de ses gouttes. Dans les couloirs, l'air était saturé d'odeurs de désinfectants,
mêlée à celle du café tiède qu'un interne avait laissé refroidir sur un bureau. Le mélange donnait à l'atmosphère une lourdeur étrange, comme si même l'air portait le poids de la fatigue et de la résignation. Dans la chambre 412, un vieil homme, atteint d'un cancer en phase terminale, respirait difficilement. Sa poitrine se soulevait par à-coups, chaque inspiration ressemblant à un combat perdu d'avance. Ses joues creuses, sa peau translucide et ses yeux entr'ouverts donnaient déjà l'impression qu'il se trouvait à mi-chemin entre deux mondes. À son chevet, sa fille lui tenait la main avec une force désespérée, comme si ses doigts pouvaient encore le retenir sur cette rive. Ses yeux étaient rouges, gonflés de larmes qui ne coulaient plus, comme si elle avait déjà tout pleuré. Ses lèvres restaient serrées, incapables de former un mot. Elle fixait l'écran du moniteur cardiaque, hypnotisée par le tracé irrégulier qui semblait dessiner une issue fatale. Chaque bip était une torture, chaque silence un gouffre. La porte s'ouvrit doucement. Le docteur Valmont entra, dossier en main. Sa silhouette se découpa dans la lumière crue du couloir, puis il referma la porte derrière lui. Il ne parla pas tout de suite. Ses yeux parcoururent les constantes, ses mains ajustèrent la perfusion d'un geste mécanique, presque cérémonial. Enfin, il tira la chaise près du lit et s'assit, observant le patient comme s'il cherchait à lire dans ses traits la limite exacte entre souffrance et survie. « Il souffre beaucoup ?» dit-il d'une voix basse, presque neutre. La fille hocha la tête, incapable de répondre. Ses yeux cherchaient dans les siens une étincelle d'espoir, mais n'y trouvèrent qu'un constat froid, implacable. Ce qui s'est dit ensuite, personne ne l'a enregistré. Mais selon la famille, il aurait prononcé ces mots. « Il existe un moyen de mettre fin à cette douleur, maintenant. » Le lendemain matin, le patient était mort. Officiellement, un arrêt cardiaque. Officieusement, une injection de morphine à forte dose. Et ce ne fut pas un cas isolé. Dans les semaines qui suivirent, 2 autres patients en fin de vie, tous suivis par le même médecin, s'éteignirent dans des circonstances similaires. Toujours la même mise en scène. Un couloir silencieux, une chambre close, un dernier souffle qui s'interrompt plus tôt que prévu. Très vite, les rumeurs commencèrent à circuler. Les infirmiers en parlaient à voix basse, à la cafétéria ou dans les vestiaires, comme on parle d'un secret dangereux. Certains voyaient en lui un homme courageux, prêt à porter seul la responsabilité d'un geste que d'autres n'osaient même pas envisager. Un geste de compassion. Mais d'autres parlaient d'un franchissement de ligne rouge, d'une transgression qu'aucun médecin n'avait le droit de commettre, quelle que soit l'intention. Une infirmière de nuit, présente lors de l'un de ses décès, racontera plus tard. Il m'a demandé de sortir. Quand je suis revenue, le moniteur affichait une ligne plate. Il m'a juste dit « c'est fini ». Quelques jours plus tard, cette même infirmière rédigea un rapport interne où elle nota. Le docteur a demandé à rester seul avec le patient. Après son départ, le moniteur cardiaque s'est arrêté en moins de 2 minutes. Ce document, censé rester confidentiel, finit par atterrir sur le bureau du directeur médical. Et c'est là que l'affaire prit une autre dimension. Dans les jours qui suivirent, les conversations dans les couloirs changèrent de ton. On ne parlait plus seulement du docteur avec admiration ou respect. Désormais, son nom se prononçait avec prudence, presque à voix basse. Les regards se faisaient plus furtifs, les phrases plus courtes, comme si chaque mot pouvait se retourner contre celui qui le prononçait. Certains membres du personnel évitaient même de croiser son chemin, détournant les yeux lorsqu'il passait. D'autres, au contraire, continuaient de le défendre bec et ongles. Vous ne comprenez pas. Il a fait ce que personne n'ose faire. Il a libéré ces gens. Entre ces deux camps, une ligne invisible s'était tracée. Une ligne faite de silence pesant, de soupçons à demi formulés, de convictions contradictoires. Et bientôt, cette ligne n'allait plus diviser seulement les couloirs de l'hôpital, mais aussi la salle d'audience. Les murs ont des oreilles. Et à Saint-Victor, les rumeurs se propageaient plus vite qu'une infection. Il suffisait d'un murmure lâché entre 2 portes pour qu'en quelques heures, tout un service soit au courant. Le décès du patient de la chambre 412 n'était pas encore inscrit dans le registre officiel que déjà, dans la salle de repos des infirmières, on chuchotait. Les tasses de café refroidissaient sur la table, les gestes se faisaient plus lents, et les voix, elles,
se cassait dans des éclats à demi étouffés. Tu as vu les constantes? Il était stable hier soir. Stable? Tu plaisantes? Il souffrait le martyre. Oui, mais il n'était pas censé partir si vite. Les phrases s'arrêtaient net quand quelqu'un entrait. Les regards glissaient sur les murs, les conversations reprenaient d'un ton plus neutre. Mais malgré toutes les précautions, un nom revenait encore et encore, comme un refrain interdit. Celui du docteur Valmont. Peu à peu, dans le service, deux camps se formèrent. Ceux qui avaient vu la souffrance de près, qui avaient tenu la main de patients au bord de l'agonie, défendaient le médecin sans hésiter. Il a fait ce qu'il fallait. Personne n'a le courage de le dire, mais parfois, c'est la seule solution. En face, d'autres, attachés au protocole, au respect strict des règles, parlaient d'un geste inacceptable, presque sacrilège. On n'est pas là pour décider qui vit ou qui meurt. Ce n'est pas à nous de jouer à Dieu. Cette fracture, perceptible dans les couloirs, se retrouvait aussi dans les familles. La fille du patient de la chambre 412, celle qui avait entendu la phrase fatidique, oscillait entre gratitude et colère, entre soulagement et deuil inachevé. Il a mis fin à sa douleur, mais je n'étais pas prête à lui dire adieu. D'autres proches, apprenant la nouvelle, se souvenaient soudain de détails qui prenaient une couleur inquiétante. Il nous a demandé de sortir de la chambre. 5 minutes plus tard, c'était fini. Des phrases simples, mais lourdes de sous-entendus, répétées comme des échos dans les couloirs et dans les foyers. Pendant ce temps, le directeur médical recevait sur son bureau des notes internes de plus en plus précises. Des observations écrites à la hâte, parfois sur des feuilles froissées, parfois consignées avec un soin presque chirurgical. Des phrases sèches, impersonnelles, mais qui, mises bout à bout, formaient un récit troublant. Administration de morphine hors protocole. Absence de témoins lors de l'acte. Décès survenu dans un délai très court après la visite du docteur Valmont. Ces documents, classés confidentiels, commencèrent à s'accumuler, comme les pièces d'un puzzle qu'on assemble à contre-cœur. Puis la rumeur sortit des murs de l'hôpital. La presse locale s'en mêla. Un journaliste, alerté par une source interne, publia un court article. 3 décès suspects à l'hôpital Saint-Victor, un médecin dans le viseur. Aucun nom n'était cité. Mais dans une petite ville, il n'en fallait pas plus pour que les spéculations explosent. Très vite, dans les cafés, dans les files d'attente, jusque sur les bancs de l'église, chacun semblait avoir son opinion ou son histoire à raconter. Et pendant ce temps, au milieu de ce tumulte, le docteur Valmont continuait de travailler. Ses gestes étaient précis, ses ordonnances impeccables, son attitude inchangée. Mais autour de lui, plus rien n'était pareil. Chaque prescription était relue à la loupe. Chaque visite dans une chambre était observée du coin de l'œil. Chaque décision était consignée dans les moindres détails, comme si chaque seconde de son travail pouvait devenir une pièce à charge. Un infirmier racontera plus tard. On le voyait arriver dans une chambre et on se demandait, est-ce qu'il vient sauver ou abréger? Cette tension, d'abord sourde, devint palpable. Elle se lisait dans les regards, se sentait dans l'air, s'entendait dans les silences pesants des couloirs. Et bientôt, elle allait quitter les murs de l'hôpital pour se retrouver dans un bureau de police. Le 14 décembre, à 8h45, 2 hommes en civil franchirent les portes automatiques de l'hôpital Saint-Victor. Ils ne portaient pas de brassard, mais leur démarche ne laissait aucun doute. Ce n'étaient pas de simples visiteurs. Leur pas ferme, leur regard droit et la façon dont ils observaient chaque détail autour d'eux trahissaient immédiatement leur fonction. À l'accueil, ils déclinèrent leur identité d'une voix nette, « Brigade criminelle ». Le mot fit frissonner la secrétaire, qui sentit aussitôt le poids inhabituel de cette présence dans un lieu où l'urgence était d'ordinaire médicale, pas judiciaire. Leur mission était claire. Vérifier des signalements internes concernant 3 décès survenus dans des circonstances jugées inhabituelles. Le directeur médical les reçut dans son bureau, un espace aux murs tapissés de classeurs et de diplômes encadrés. Sur la table, un dossier épais les attendait déjà, relié par une pince métallique. À l'intérieur, des notes griffonnées par des infirmières, des relevés de prescriptions, des copies de rapports médicaux. Toute une pile de documents où chaque détail pouvait basculer du simple fait administratif à la preuve accablante. Les enquêteurs écoutèrent en silence.
Il prenait des notes, échangeait à peine un regard. Le directeur, visiblement mal à l'aise, tenta de préciser. Nous ne disons pas qu'il y a crime. Mais il y a matière à vérifier. La première étape de leur enquête fut discrète. Consulter les dossiers médicaux des patients concernés. Chaque page était examinée avec minutie. Ils notèrent les heures exactes des décès, les doses administrées, les noms des soignants présents. Rapidement, un schéma commença à se dessiner. Dans les 3 cas, une constante revenait, implacable. Le docteur Valmont était le dernier à voir le patient vivant. Les auditions commencèrent alors. Une infirmière, la voix tremblante, raconta. Il m'a demandé de sortir. Quand je suis revenu, le moniteur affichait une ligne plate. Il m'a juste dit, c'est fini. Un aide-soignant, plus hésitant, prit le temps de choisir ses mots. Je ne sais pas. Il avait l'air de vouloir aider. Mais, c'est allé vite. Trop vite. Les enquêteurs élargirent ensuite leur champ. Ils interrogèrent d'anciens patients, des familles, des collègues d'autres hôpitaux où Valmont avait exercé. Les témoignages étaient contradictoires, dessinant le portrait d'un homme à 2 visages. Certains étaient dithyrambiques. Sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais d'autres, plus ambigus, jetaient une ombre inquiétante. Il m'a dit un jour, si un jour vous ne voulez plus souffrir, je peux vous aider. J'ai cru à une blague, mais maintenant je me demande. Au fil des jours, la toile de l'enquête s'élargissait. Les enquêteurs demandèrent l'accès à la pharmacie centrale de l'hôpital. Ils voulaient savoir combien de doses de morphine avaient été délivrées, et à qui. Les registres montrèrent des retraits conformes aux prescriptions. Tout semblait normal, sauf dans 3 cas. 3 anomalies discrètes, où la quantité dépassait légèrement la dose habituelle. Pas de preuves formelles, mais assez pour éveiller les soupçons. Le 22 décembre, une réquisition judiciaire fut signée. Le docteur Valmont fut convoqué pour une audition libre. Dans la salle d'interrogatoire, l'homme resta calme, presque impassible. Assis bien droit, les mains croisées devant lui, il répondit sans hausser la voix. Je n'ai rien à cacher. Oui, j'étais présent. Oui, j'ai administré de la morphine. C'était pour soulager la douleur. C'est mon devoir. Les enquêteurs insistèrent. Pourquoi seul? Pourquoi sans témoin? Parce que ces moments sont intimes. Parce que personne n'a besoin de voir un proche partir. Ces réponses étaient mesurées, rationnelles. Mais derrière le calme apparent, certains notèrent une forme de détermination, presque une conviction inébranlable. L'audition dura 2 heures. À la fin, il repartit libre, mais l'enquête continua. Dans les jours suivants, les enquêteurs obtinrent un mandat pour saisir certains effets personnels. Carnet de notes, agenda, ordinateur portable. Ils fouillèrent avec méthode, ouvrant tiroirs et classeurs, photographiant chaque objet avant de l'emporter. C'est dans un tiroir qu'ils découvrirent un petit carnet noir. À l'intérieur, des noms, des dates, et des annotations brèves, écrites d'une main ferme. Soulagé. Parti paisiblement. Plus de douleur. Pour les enquêteurs, ce carnet pouvait être un élément clé. Une liste de gestes délibérés. Pour la défense, ce n'était qu'un journal de bord compassionnel, la trace d'un médecin soucieux de noter la fin de ses patients avec humanité. La vérité, elle, restait insaisissable. Et la ligne entre crime et compassion, plus floue que jamais. Les enquêteurs avaient déjà lu les rapports, décortiqué les prescriptions, souligné chaque irrégularité dans les marges. Mais ils le savaient. Un dossier médical reste froid, clinique, incapable de traduire la texture humaine de ces instants. Ce sont les voix, les regards, les silences des témoins qui donnent chair à une affaire. Le 5 janvier, dans une petite salle d'audition au mur terne, la première confrontation commence. L'infirmière de nuit, celle dont la note interne avait mis le feu aux poudres, s'installe face à eux. Ses yeux, rougis par des nuits trop courtes, évitent ceux des enquêteurs. Je travaille ici depuis 15 ans. J'ai vu mourir des hommes, des femmes, des enfants, mais pas comme ça. Ce soir-là, il m'a demandé de sortir. Quand je suis revenu,
le moniteur affichait une ligne plate. Et il m'a juste dit, c'est fini. Sa voix se brise. Dans son souvenir, la scène semble encore suspendue. La porte qui se referme derrière elle, le couloir silencieux, puis ce bip continu annonçant une absence définitive. Elle baisse la tête, comme si ses propres mains portaient la trace invisible de cette nuit. Le lendemain, c'est au tour d'un aide-soignant, plus jeune, encore marqué par la confusion de l'époque. Il parle d'une voix hésitante, comme s'il craignait de juger trop vite. Je ne sais pas quoi penser. Il avait l'air bienveillant. Toujours attentif. Mais c'est allé vite. Trop vite. Et puis, il y avait cette phrase. Il répétait souvent, on ne laisse pas souffrir. Sur le moment, ça sonnait juste. Aujourd'hui, ça m'inquiète. Chaque mot est noté, souligné, discuté à voix basse entre les deux enquêteurs. Puis vient une ancienne patiente. Une femme énergique malgré son âge, sauvée par Valmont des années plus tôt. Son regard est dur, presque combatif, comme si elle refusait qu'on efface ce qu'il a représenté pour elle. Sans lui, je ne serais pas là. On m'avait condamné, et il a refusé d'abandonner. Il m'a opéré alors que tout le monde disait que c'était perdu. Il m'a donné une deuxième vie. Je refuse de croire qu'il ait pu faire du mal. Ce n'est pas l'homme que j'ai connu. Sa voix résonne dans la salle, pleine de certitude. C'est un contrepoids puissant au témoignage précédent, une dissonance qui oblige les enquêteurs à nuancer leurs conclusions. Mais un autre homme, dont la mère est morte sous les soins de Valmont, apporte une vision radicalement différente. Son ton est chargé d'une colère contenue, celle d'un deuil qui n'a jamais trouvé d'apaisement. Oui, elle souffrait. Mais elle voulait voir son petit-fils naître. Elle s'accrochait à cette idée. Elle avait encore une lueur, un but. Et il lui a pris ça. Il a décidé à sa place. Il lui a volé le temps qu'il restait. Les enquêteurs notent non seulement ses paroles, mais aussi l'émotion brute qui traverse la pièce. Le tremblement dans la voix, les poings serrés, le visage marqué par l'injustice ressentie. Un collègue médecin, plus mesuré, apporte une nuance qui intrigue particulièrement. Adrien n'est pas un monstre. Mais il a une vision particulière. Pour lui, la médecine ne doit pas prolonger la vie à tout prix, surtout quand elle n'apporte que douleur et dépendance. Il croit sincèrement agir par compassion. Le problème, c'est qu'il suit sa conviction personnelle plus que le protocole. Et ça, c'est dangereux. À travers ces mots, se dessine le portrait d'un homme complexe. Ni bourreau, ni saint, mais un praticien qui aurait fini par franchir la ligne invisible entre soins et décision. Puis arrive un témoignage qui ne ressemble à aucun autre. Une lettre manuscrite, sans signature, glissée dans une enveloppe anonyme. L'écriture est penchée, hésitante, comme si l'auteur avait pesé chaque mot avant de les coucher sur le papier. J'ai vu le docteur Valmont rester auprès d'un patient plus d'1 heure. Il lui parlait doucement, il lui tenait la main. Quand il est parti, le patient dormait, pour toujours. Je ne sais pas si c'était un crime ou un cadeau. Mais je sais qu'il l'a fait avec douceur. La lettre, posée sur la pile des procès-verbaux, reste là comme une énigme. Ni accusation claire, ni absolution. Seulement une vérité trouble, qui résume mieux que tout le reste l'ambiguïté de l'affaire. À ce stade, les enquêteurs comprennent que leur travail ne se limite pas à vérifier des doses de morphine ou des horaires de passage. L'enjeu se trouve ailleurs, dans la zone grise où la compassion se heurte à la loi, où chaque témoin porte sa propre vérité, irréconciliable avec celle des autres. Et c'est cette mosaïque contradictoire qui, bientôt, sera exposée sous les projecteurs, devant un tribunal. L'enquête semblait piétiner, engluée dans des témoignages contradictoires et des preuves trop fragiles pour convaincre. Jusqu'à ce matin de février. Dans un sous-sol rarement visité de l'hôpital Saint-Victor, un agent d'entretien pousse la porte d'un placard métallique rongé par l'humidité. Derrière des produits ménagers oubliés, il découvre une boîte en carton scellé avec du ruban adhésif jauni. En l'ouvrant, il tombe sur une pile de dossiers médicaux. Pas des originaux, mais des copies, soigneusement rangées, chacun concernant des patients en fin de vie. Sur chaque couverture, quelques mots manuscrits, secs, presque cliniques. Soulagé, parti paisiblement, plus de douleur. Pour les enquêteurs, cette découverte est un tournant. Elle ressemble à une confession muette. Pour la défense, ce n'est qu'un archivage personnel, la trace d'un médecin qui voulait se souvenir de ses patients.
mais d'autres éléments troublants s'ajoutent. Un ancien collègue, interrogé dans un autre hôpital, raconte avoir vu un jour Valmont préparer une seringue, la glisser dans sa poche, puis quitter la salle sans l'utiliser. Une image qui hante l'auditoire, un geste suspendu, dont le sens reste incertain. Mars. Le procès s'ouvre. Dans la salle d'audience, l'air est chargé de tension. Les bancs sont pleins. Familles endeuillées, journalistes, collègues venus assister au spectacle judiciaire. Certaines mères serrent des photos plastifiées contre leur poitrine. D'autres fixent l'accusé avec une haine froide, comme si un simple regard pouvait le condamner une seconde fois. Le procureur déroule son réquisitoire avec méthode. 3 décès rapprochés, des doses de morphine supérieures aux usages, des décisions prises sans témoin, un carnet noir, des annotations ambiguës. Pour lui, l'affaire est claire. Derrière le masque du médecin se cache un homme qui s'est arrogé le droit de décider de la mort. La défense contre-attaque. Elle martèle qu'aucune preuve ne démontre une intention criminelle. Chaque injection, chaque geste pouvait s'expliquer par le devoir de soulager une souffrance insoutenable. Le carnet, une manière humaine de garder une trace intime, pas une comptabilité macabre. Jour après jour, les témoins se succèdent à la barre. Certains décrivent un médecin infatigable, un homme qui a sauvé des vies et redonné espoir là où il n'en restait plus. D'autres parlent d'un praticien qui franchissait une ligne invisible, qui décidait à la place de ses patients, persuadé de savoir mieux qu'eux ce qui était supportable. Puis vient le moment le plus attendu. Adrien Valmont, costume sombre, regard fixe, prend enfin la parole. Il ne lit aucune note. Il ne cherche pas à se justifier. Je n'ai jamais ôté la vie par plaisir, ni par facilité. J'ai vu des gens tordre leur corps de douleur, supplier que ça cesse. J'ai agi pour eux, toujours pour eux. Si aujourd'hui vous appelez cela un crime, alors je l'assume. Un silence pesant tombe sur la salle. Même le greffier suspend son geste. Chacun, à cet instant, mesure la gravité d'un médecin qui accepte de porter seul une vérité que personne n'ose nommer. Après 3 semaines de débat, le jury se retire. Les heures s'étirent, interminables. Les familles attendent, crispées, les journalistes remplissent leurs carnets de spéculation. Puis le verdict tombe. Coupable, mais avec circonstances atténuantes. 10 ans de prison, dont 5 avec sursis. À la sortie, les réactions se déchaînent. Pour certains, c'est une victoire, la loi a parlé. Personne n'est au-dessus. Pour d'autres, c'est une trahison. On a condamné un homme parce qu'il a eu du cœur. Les débats envahissent les plateaux télé, les réseaux sociaux, les dîners de famille. Chacun a une opinion, chacun croit détenir la vérité. Et au milieu de ce tumulte, une seule question demeure, suspendue comme une ombre. Où s'arrête la compassion, et où commence le crime? Peut-être qu'il n'existe pas de réponse. Peut-être que, comme dans l'histoire du docteur Valmont, la vérité se cache dans ces zones d'ombre où la lumière n'entre jamais tout à fait.